Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Accompagne les industriels de Campérin-Moreau. Je crois que c'est vraiment un événement louable et qui sera très utile pour la commune particulièrement, ainsi que les communes avoisinantes, c'est dire toute l'importance que l'État haïtien et l'Union européenne accordent à ce projet du microparc industriel qui desservira les autres zones par des services de qualité. Grâce à ce projet qui nous réunit ce matin, la commune disposera de chefs-d'œuvre extraordinaires et modernes qui servira de référence et de miroir pour les autres communes. Je remercie le président de la République de sa présence continue dans tous les recoins du pays, preuve de chef d'État responsable et dévoué pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Le bâtiment dont nous venons de poser la première pierre, selon l'entente consacrée, sera bien situé et utile pour le pays. Je répondrai à toutes les normes de sécurité, je suppose. Donc, je souhaite que ce chantier soit réalisé dans les meilleures conditions de travail ainsi que dans les délais prévus. La concrétisation du projet de Moreau est un bel exemple de ce que le partenariat entre l'État et les acteurs privés permet de réaliser au profit du développement économique et au bénéfice de la population. Je salue avec grand intérêt le rôle que jouent aujourd'hui ou auront à jouer dans le futur tous les acteurs économiques de la région dans la réussite du parc. Je salue en particulier l'atelier École Campérin qui est appelé à y jouer un rôle de premier plan. Mesdames, Messieurs, la réalisation du microparc de Moreau s'inscrit dans les efforts entrepris par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour promouvoir et faciliter la création d'emplois durables à travers les 10 départements géographiques du pays. Nous travaillons sans relâche à inciter le développement d'entreprises privées partout à travers le pays. Car, comme disait l'autre, le secteur privé et le secteur public sont les deux ailes d'un même oiseau.
on est condamné à vivre ensemble pour sortir le pays de l'ornière de la pauvreté, pour sortir le pays de l'ornière du sous-développement. Je tiens à saluer la coopération de l'Union européenne qui finance ce projet à travers le programme d'appui au ministère du Commerce et de l'Industrie. Le programme des microparcs a également bénéficié de financement de la Banque américaine de développement, à qui j'adresse également mes remerciements. Aussi, remercier-je l'ordonnateur national et les cadres de son bureau qui ont collaboré étroitement au montage de ce projet et qui ont permis d'en réaliser cette étape cruciale. La cérémonie d'aujourd'hui m'offre l'occasion de souligner une fois de plus la volonté du ministère du Commerce et de l'Industrie de poursuivre ce fructueux partenariat et de développement au profit du secteur privé à travers des mécanismes d'appui efficaces et porteurs d'une dynamique de modernisation de notre économie. Pour finir, je félicite vivement les cadres du service de gestion des microparcs industriels du ministère qui ont fait un travail remarquable sous le leadership de leur coordonnateur général. À côté du potentiel des filières telles que la mangue séchée, le cacao fermenté ou le miel, qui seront soutenus à travers ce projet de microparc, le caractère naturel des produits issus de l'agriculture haïtienne ouvre une fenêtre d'opportunités au pays pour exporter vers de grands marchés, notamment bien sûr vers le marché européen avec la ratification attendue de notre accord de partenariat économique et aussi de satisfaire bien sûr la demande alimentaire locale, un aspect essentiel de la sécurité alimentaire. Le microparc dont nous posons aujourd'hui la pierre correspond aussi à une approche tout à fait innovante de l'agro-industrie haïtienne. Il s'agit de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs la chaîne productive, un espace unique avec des outils et des équipements, des ateliers, une expertise et un encadrement technique. Grâce à ce microparc, les paysans de Campérin et de Moreau pourront améliorer leur technique agricole et la quantité des denrées sortant de leur sol. L'objectif du microparc, c'est aussi la lutte contre la pauvreté, qui se situe au cœur de cette initiative. Le microparc va permettre d'augmenter les revenus de 500 producteurs de cacao fermenté, d'un réseau de 300 apiculteurs pour le miel, d'environ 1000 petits producteurs de mangue. Bref, au total, 20 000 paysans devraient à terme, d'une façon directe ou indirecte, bénéficier de ce projet. Avant de conclure, je souhaite saluer les apports des ministres successifs de l'industrie. Ça a déjà été dit, de Wilson Lalot, ministre du Commerce et de l'Industrie de 2013 à 2014, ainsi bien sûr que du ministre Pierre-Marie Dumény dans la concrétisation de la première phase de ce projet débuté il y a maintenant 3 ans. Je remercie également les ateliers écoles Campérin qui auront la lourde tâche de matérialiser l'édifice de ce parc, ainsi bien sûr que les entreprises partenaires. Vision SA, Atabey et Attica, elles seront les principales porteuses de cette initiative et je souhaite bien sûr que d'autres entreprises puissent rapidement les rejoindre afin de faire de ce projet une réussite commune. Aux populations de Torbec, de Campérin et de Moreau, je souhaite vous dire que l'Union européenne se tient à vos côtés afin de vous aider à aller de l'avant et avancer ensemble sur la route du développement durable qui pourra permettre à chaque paysan, à chaque famille d'être économiquement autonome, d'améliorer sa qualité de vie et de subvenir à ses besoins de manière digne. NAP 41, objectif, Sénan, tête collée, avec président Jovenel Moïse, ensemble, avec Caravane Changement. Merci en pile. Je remercie publiquement l'Union européenne aujourd'hui, qui nous a gratifié le premier microparc d'Haïti parce que j'ai vu le projet. C'est un projet qui va être exécuté sur 18 mois à partir du mois de février 2018. Mais je dois aussi vous dire que ce projet ambitieux, c'est un projet de l'ancienne administration. Je veux parler de l'administration du président Martelly. Et c'est pour ça, dans ma campagne électorale, j'étais clair.
avec ma fameuse phrase, je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Je vais corriger ce problème qu'on a eu dans le passé. Le projet était un projet de 42 micro-parcs, un micro-parc par arrondissement, parce que le pays a 42 arrondissements. La pose de la première pierre du micro-parc de Moro, c'est un geste, je dirais lourd, que l'Union européenne est en train de faire à son pays frère Haïti. Je profite de cette occasion pour demander à l'ambassadeur, parce qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre, je sais que je pars pour l'Europe d'ici la semaine prochaine, mais je profite de cette occasion pour demander à l'ambassadeur qu'il nous manque 41 micro-parcs. Ça, c'est le premier. Le développement de l'agriculture passe par la transformation, le développement de l'agriculture passe par la conservation. Nous sommes sur une zone fertile, la zone de Campérin et de Torbec. Ce micro-parc va accueillir 3 produits pour démarrer, mais nous n'allons pas oublier le bois Congo. Nous n'allons pas oublier le maïs. Nous n'allons pas oublier le riz aussi. Parce que la plaine des Cailles, spécialement la plaine de Torbec, est une plaine de production de riz. Groupe Epidep servit tout dans ce sud là. Et c'est le premier gros centre comme ça qui ouvrit pour la première fois dans le département. C'est un honneur que le gouvernement fait nous. Malgré depuis lors, je vais remettre les clés communes. Pas besoin de connaître l'entrée, pas besoin de connaître la sortie. Président, moi, à conseil municipal là, à toute collectivité territoriale, à toute population, nous pas de mots pour nous dire, gens nous belle pour me dire merci à tous acteurs qui permettent de ça arriver réaliser. Et spécialement le ministère de l'Environnement qui a causé ça. Non mais, nous-mêmes, collectivités, déjà pris toute disposition pour continuer pour projet ci là, plus la vie, accompagner caravane changement et puis tout partenaire dans l'État, dans l'idée pour plus durer, plus jambes et puis pour plus satisfaire le Grand Sud là,
et spécialement dans la commune Campérin. Je ne peux pas dire président encore moi-même, je suis prophète, parce que tout ça, il dit, yo concrétisé. C'est comme si il y a un bon Dieu avec, bon Dieu veut retirer nos présidents pour mettre nos prophètes pour marcher sur le terrain. Si on sauve bon Dieu pour nous, et puis je vais continuer à dire. Bon Dieu veut sauver ça pour nous, on nous pas fait hypocrisie, on marche avec main dans la main. Monsieur le Président, vous m'avez fait un grand honneur en me confiant la responsabilité d'un tel projet qui demande beaucoup de leadership. Cloche la sonne pour politiciens suspendent par le peuple haïtien menti. Non politicien, ton bagaille. C'est pour dégager au sort du peuple là. Faire qu'on est pour faire. Et c'est quoi les amis aujourd'hui. Il y a des décisions, l'homme prend difficile, par exemple, décision, le Parlement fin voter budget à publier. Mais sans budget, ça, nous ne pouvons pas priver là aujourd'hui. C'est pour me dire, nous fin bail aux citoyens pouvoir tout. C'est pour nous camper derrière votre nom. Parce que nous mettons le président, nous mettons le sénateur, nous mettons le député, nous mettons le magistrat, nous mettons le CASEC, AZEC, délégué ville pour diriger nous. Il faut nous camper derrière. Ce n'est pas ça l'autre monde a dit pour nous demander, c'est ça l'a dit pour nous demander. Il y a des choix, les fait. Nous ne devons pas retomber choix immédiatement. Mais il faut nous connaître le monde que nous choisissons. Il y a des décisions que nous prenons. Les gains doivent, ce n'est pas immédiatement nous joindre, retomber, nous joindre les résultats. Je vais profiter de saluer le représentant Vaudou qui là, gros tordé, département sud là. D'ailleurs, nous connaissons deux pieds bois qui presque disparaissent dans le pays. Il y a les mapous, l'autre là crée les figuiers. Map dit nous c'est grand monde, trop grand monde parce que les Haïtiens peuvent couper figuier, peuvent couper mapou, ils peuvent couper figuier, ils peuvent couper mapou. Et pour les forestiers, c'est un coup de main que m'a demandé secteur Vaudou. Nous pouvons dans le centre ça, dans le centre, j'aime au place ça, nous pouvons tourner à gros pépinière, mapou, pépinière, figuier. Mais aujourd'hui, j'ai un bon coup de main pour nous rebraser le pays dans ce sens ça, pour nous planter mapou, pour nous planter figuier dans le pays. Et oui, elle est là. Bien sûr, elle est là, elle s'appelle. Avec les gars de l'infatigable de la Union. On applaudit s'il vous plaît, on applaudit s'il vous plaît, monsieur, la première dame de la République, la Cette cause des personnes handicapées figure, comme ça a été rappelé tout à l'heure, parmi les priorités sociales de l'Union européenne, mais elle s'inscrit également au cœur de notre coopération à travers les actions que nous menons et promouvons à travers le monde pour la défense des droits de la personne. Lorsqu'en 1948 fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, cet acte historique devait également marquer l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère. Une ère où la liberté pour tous, l'égalité pour tous, le respect de la dignité humaine deviendraient des principes d'application universelle. 50 ans plus tard, l'Union européenne a elle-même réaffirmé ce principe essentiel de non-discrimination
dans notre charte des droits fondamentaux. Et permettez juste que je cite 2 articles, car chaque mot, je crois, a leur importance ce soir. L'article 20, qui énonce clairement que toutes personnes sont égales en droit. Et l'article 22, qui précise que toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l'âge, l'orientation sexuelle ou la détention d'un handicap. Aujourd'hui, cependant, il est parfois triste et parfois pénible également de constater la justesse et l'actualité de ces principes humanistes au regard des contraintes persistantes auxquelles sont confrontés celles et ceux qui souffrent d'un handicap et pour qui les concepts d'égalité et de respect sonnent trop souvent encore comme des mots creux. Notre société est régie par des principes. Ces principes sont inscrits dans notre culture, dans notre constitution, dans les traités internationaux que nous ratifions. La participation de toutes et de tous à la vie civique, la liberté de la participation à la vie publique, le respect des droits de chacun sont des principes ratifiés et adoptés par notre pays. Il devient donc fondamental qu'Haïti intègre les personnes à besoins spéciaux. En cette fin d'année 2017, l'accent sur la qualité de la vie sociale devient une priorité pour mieux construire l'avenir. S'il y a une chose qui fait consensus dans le pays, c'est ce désir ardent de changement profond de l'ordre des choses. Une transformation positive du social est le combat de la grande majorité de la population. Ce combat qui a déjà trop duré doit accoucher de probants résultats, capables de contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie et à assurer à chaque fille et à chaque fils du pays un niveau d'existence digne. Aussi suis-je particulièrement touchée par les difficultés de toutes sortes auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec un handicap à travers le pays, et je suis plus que déterminée à apporter mon appui en vue d'une amélioration effective de leurs conditions de vie. Nos frères et sœurs en situation de handicap ont besoin de notre attention. Ont besoin de notre attention, pas de notre pitié. Ils ont besoin de se sentir encadrés, aimés, de vivre leur vie avec dignité, de gagner en autonomie en ayant accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation et l'emploi. Citoyens et citoyennes à part entière, ils veulent participer dans le processus de développement de leur pays comme tous les autres compatriotes. Offrons-leur les opportunités qu'il faut. En effet, l'intégration sociale et économique des citoyens vivant avec un handicap passe nécessairement par la prise de conscience de tous les acteurs de la vie nationale. Chacun a son rôle à jouer. Les acteurs du secteur public, aussi bien que ceux du secteur privé et de la société civile. En effet, notre combat d'aujourd'hui pour une société inclusive touche différents aspects, notamment l'accès à l'éducation, à l'emploi, à un logement décent, à la santé. Toute la société a besoin de s'embarquer dans ce vaste mouvement d'inclusion qui ne peut qu'être profitable à toutes et à tous. En ce jour spécial, j'invite toutes les personnes vivant avec un handicap en Haïti ou ailleurs à ne pas lâcher prise, à garder la tête haute et à poursuivre la lutte pour la reconnaissance de leurs droits ainsi que celle pour une évolution des mentalités qui permettra de mieux s'intégrer dans toutes les sphères d'activité du pays. Il est temps pour chaque Haïtien comprendre que les gens handicapés ont un rôle pour jouer dans la construction de la société. C'est ça qui fait nous devons supporter toute action positive qui a aidé à intégrer, qui a aidé à vivre dans de plus bonnes conditions. C'est comme ça seulement nous avons bâti l'autre demain côté discrimination et injustice cabas pour nous rentrer tout bon vrai sous chimie modernité, sous chimie on l'avenir. Le 3 décembre, on a célébré, on a commémoré la Journée internationale des personnes handicapées.
et c'est une date importante et que nous avons commémoré autour du thème « On bâtit une société jam avec participation de tout le monde ». Parce que nous sommes persuadés que les gens handicapés ont un rôle de premier plan pour jouer dans le développement du pays. Il faut que nous mettions dans une situation où nous sommes capables d'exercer droit, exercer citoyenneté, remplir devoirs tout en tant que citoyen à part entière pour mettre au service du pays. Il y a un pile capacité, il y a un pile talent et parmi les handicapés. Et il est important que nous soyons capables de mettre tout talent, toute énergie ça, et au bénéfice du pays à tout. Donc c'est à ce moment-là, comme nous sommes capables de voir, c'était un espace côté des discours officiels d'engagement et que différentes autorités vraiment prennent en faveur des handicapés. Mais en même temps, c'est un espace culturel côté nous mettons talent artistique des handicapés en valeur pour montrer à la société encore une fois que les handicapés, c'est le monde, même genre avec tout le monde, qui a un talent, qui a une potentialité, qui est capable de porter en plus à développement du pays. Insister sur donc, la mise en application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées que l'État d'Haïti a ratifiée en 2009. Et cette année, on a souhaité, avec plusieurs professionnels de la santé, mettre l'accent sur la réadaptation avec donc Healing Hands for Haiti, avec un représentant donc, du ministère de la Santé et le bureau du secrétariat d'État de l'intégration des personnes handicapées. Bon, je crois que les activités en lien avec le 3 décembre ont eu lieu le 1er, le 2 et le 3 décembre. Quoi. Donc ici, c'était ouvert à tout le monde, en fait, tout le monde était bienvenu de pouvoir venir. Mais je pense que voilà, il y a certaines personnes handicapées qui sont là aujourd'hui. Tout le monde n'est pas là, mais le plus important en fait, c'est que monsieur et madame tout le monde comprennent c'est quoi la réadaptation. Bon, donc il y a quel type de soins? Ça peut être soit les soins prodigués par des physiothérapeutes via des massages, des assouplissements de cicatrices après un accident de la route. Ça peut être aussi des aides d'appareillage technique. Amputation, on a besoin d'une orthèse, ou bien si on doit rectifier un membre, une orthèse. Ça peut être aussi les aides à la mobilité. Fauteuil roulant, les béquilles, les déambulateurs qui peuvent aider les personnes à se déplacer. Tout ça, ça fait partie en fait de la réadaptation. Mais plus largement, ça peut être aussi pour prévenir le handicap, aider les femmes enceintes à pouvoir avoir un accouchement sécurisé et aider aussi les professionnels, les infirmières accoucheuses, à poser les bons gestes et à limiter les handicaps. Parce qu'on peut, en cas d'un accouchement difficile, créer aussi des handicaps. Donc, nous créons pas de tout matériel que vous-même énuméré là, qu'est-ce que ça nous donne perspective pour accompagner les handicapés aussi? Bon, alors, nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls dans le secteur. Nous appuyons déjà en fait 4 hôpitaux départementaux, ici à Port-au-Prince, au Cap, à Gonaïves, à Jacmel. Nous travaillons aussi avec certaines associations de personnes handicapées et nous essayons d'appuyer les associations des professionnels, physiothérapeutes, les techniciens en réadaptation, mais aussi les orthoprothésistes à pouvoir continuer dans tout ce qui est la reconnaissance de leur
formation et quelle place il pourrait avoir aujourd'hui dans le système de santé en Haïti. Sous dossier fraude, réseau malfecté qui était impliqué dans l'affaire faux chèque dans le ministère intérieur. Nous voulons rappeler nous voulons dire tout le monde que l'enquête là pour poursuivre. La justice a travaillé. Dans la dernière intervention, moi été salué et me dit fier de la justice pays et moi chaque jour plus fier parce que chaque jour pendant que je parle avec nous là, il y a un bandit qui a recherché, il y a un membre gang qui n'a couru que la police, la justice pays après poursuivre. Il y a plus passé 10 au moins arrestations monde qui fait dans 4 dossiers ça et tout le monde ça dans pénitencier. Gen j'aime te dire tout à l'heure, gen monde qui te gen chapé pour lui. Donc gen contrôle yo et n'a salué paysans nous localiser yo. Et quelques là-dedans localiser yo, n'a tout salué paysans ça yo qui promettent pour que yo fait nous mettre main sous monde ça yo qui en cavale. Pendant que nous même à l'interne nous renforcer chaque jour plus toutes mesures contrôle administratif pour ça pas jamais arriver encore ou du moins pendant que nous là notre tête ministère intérieur collectivité territoriale. Nous voulons préciser pour l'histoire avec la vérité que te gen un petit erreur qui t'est passé dans dernière déclaration commissaire gouvernement. Te gen 3 membres employés, 3 employés ministère intérieur collectivité territoriale. Côté yo te cité non yo te dit que yo en prison. Nous voulons clarifier ça une bonne fois pour toutes. Nous voulons citer Apollon Joseph, Fabiola Charleus, Carline Gelerius Joseph. Moun sa yo, vendredi qui s'est passé, commissaire gouvernement, t'étendé encore. Et en quelle charge définitivement pas retenu contre eux. Donc, moun sa yo gen entière confiance ministère. Et certainement, moun sera pour continuer de travailler dans la position yo. Pour faire fin année, ministère intérieur à collectivité territoriale a prêté vigilant. Pendant la potée, un appui, by moun la population qui plus besoin de ça. Nous pas regarder au niveau l'État comment qui accompagnement que nous capable bailler qui moyen qu'a mettre dans main monde qui sac pipo pour passer fête là. Parce que c'est un moment de réconciliation, la paix, réflexion, tête contrée et partage. Pas le gain des activités à haute intensité de main-d'œuvre qui prévoit et qui est supposé commencer dans le jour qui va venir là. Assisio a commencé demain à 8h30 dans le centre de convention BRH là. Et il y a une vingtaine de communes haïtiennes qui sont en coopération décentralisée avec la France. Et toutes communes ça yo à plat avec 3 maires. Ensuite, il y a 120 autres communes qui peuvent avoir coopération avec la France. Toutes maires principaux à plat. C'est une délégation de 140 maires, présidents de collectivités, vice-présidents de collectivités, anciens ministres et des représentants du gouvernement français qui commencé à entrer à Haïti là, et à partir de l'après-midi, en reste délégation à entrer. Et nous attendons 400 participants pour l'événement ça pendant 2 jours.
côté que a gagné 3 séances thématiques que nous allons développer. Première séance là faite sur les changements climatiques et prévention contre les risques naturels. C'est mairie de Carrefour, ville de Carrefour, avec la ville du Lamante de la Martinique qui ont une coopération décentralisée depuis de 6 ans. Deuxième séance thématique là, la faite sur planification locale du développement, et aménagement du territoire et développement économique territorial. Ces collectivités, conseil départemental de la Savoie en France, avec la commune de Dessalines dans la Tibonite qui a animé deuxième thématique ça. Et troisième séance thématique là, la fête sur les enjeux et spécificités de la coopération régionale caribéenne. C'est la CACEM, c'est une communauté d'agglomération du centre de la Martinique qui a présenté. A gagné 8 ateliers qui ont fait pendant 2 jours. Il y a un atelier qui a fait sur tourisme, patrimoine et culture. Nous avons gagné la communauté de communes du Grand Pontalier et la commune de Milo, le nord, qui parle animé. Nous avons éducation, formation professionnelle, c'est agglomération de La Rochelle avec la commune de Port-au-Prince. Atelier 3 qui a fait sur intercommunalité, mutualisation des moyens et des ressources. C'est collectivité Cergy-Pontoise et communauté de municipalité de la région des Palmes, CMRP, qui a animé atelier ça, c'est fondamental. Il y a un 4e atelier qui a fait sur la gestion de l'eau et de l'assainissement. C'est la ville de Suresnes et la ville du Cap qui pourra animer. Et puis, il y a gagné au 5e atelier enfance, jeunesse et citoyenneté, société civile et démocratie locale. Ça, c'est ville de Eurométropole de Strasbourg et la ville touristique de Jacmel et Arras et Limonade qui va animer. Atelier 6 là a fait sur la gestion des déchets. Donc on est priorité non accordée à ça nous mêmes magistrats dans le mandat ça. C'est la ville de Suresnes et encore la ville du Cap-Haïtien qui va l'animer conjointement avec la FENAM parce que nous pensons que question des déchets fondamentale sur Port-au-Prince. Il n'y a pas carré de conscience sur capital là. Donc on a essayé de chercher possibilité pour sensibiliser les partenaires mais l'État pour faire ville plus propre. Atelier 7 là fait sur pêche, agriculture, agroécologie et développement rural. Collectivité qui a organisé, c'est le conseil départemental des Hauts-de-Seine en France et l'association des maires de la Grand'Anse, AMAGA. C'est la principale structure associative départementale la mieux organisée de la République par rapport à partenariat qui gagne entre la région Guadeloupe et AMAGA. Aujourd'hui, nous sommes dans même membre commission bicamérale dans le dossier membre conseil électoral. Nous avons fait toute dernière rencontre que nous avons gagnée pour nous faire toute dernière consultation sous affaires et conseil électoral permanent avec différents postulants. Nous avons opportunité pour nous tendre chaque séparément. Aujourd'hui, nous avons rencontré avec postulants et tout commissaire, majorité commissaire était là, parce que nous connaissons source d'instabilité pays toujours découlée à partir de élections et conseil électoral toujours pour beaucoup là-dedans. Nous-mêmes comme commissaire, nous avons dit que avec les postulants que nos parlements nous pas le désigner parce que c'est 3 cap parmi eux, nous allons le désigner de conseiller électoral pour venir faire élection pour sénateur avec député. C'est de monde que le Parlement a désigné qu'elle fait choix, vote au second degré, qui pral venir représenter le Parlement, mais c'est pour le pays que pral travail, il va venir faire pour élection pour nous. Donc en gros c'est ça, et chaque postulant a montré ça qui a expérience déjà et montré pour qui ça que ils ont manifesté désir pour que vienne servir pays au niveau du conseil électoral permanent. Il y a 21
postulants qui sont retenus, mais il y a 15 qui viennent là, qui étaient présents aujourd'hui. Pour qui le rapport? Le rapport là, c'est. Nous allons le concerter ensemble. Même quoi que nos dates, qui n'est pas trop loin, nous avons pour nous soumettre le rapport là, à l'appréciation de l'Assemblée nationale. Bon, il y a plusieurs compétences, bien entendu. Voyez? Donc, il y a un pile professionnel, c'est des gens qui sont compétents et qui travaillent dans des domaines différents. Donc, que la presse a bien possibilité tout pour que le curriculum vitae, mon ça a aucun lien. Depuis très longtemps, il y a un débat qui a pas agité. Comment concilier le temps électoral et le temps constitutionnel? Donc, le débat est là. Il faut que nous arrivions à un consensus pour une fois pour toutes nous concilier le temps électoral et le temps constitutionnel. Or, le débat qui se fait actuellement, ou le débat qui s'annonce pour ce qui est du Sénat de la République, c'est que nous, en face, un momentum pour nous concilier le temps électoral et le temps constitutionnel. Maintenant, si c'est difficile, puisqu'il faut comprendre effectivement, on ne peut pas décider du jour au lendemain pour un monde qui est à l'élection, pour décider pour ces sénateurs. Il faut qu'il y ait un compromis, un consensus national. Et ce consensus ne dépend pas et ne doit pas dépendre seulement du Parlement, encore moins du pouvoir exécutif, encore moins du pouvoir judiciaire. Il y a les partis politiques dans ce pays, même le yo gagne faiblesse yo, mais la démocratie, l'essence même de la démocratie, c'est les partis politiques. Donc nous ne pouvons pas décider le cas échéant sur cette question problématique de maintien ou de durée ou de prolongation de mandat s'il n'y a pas un consensus à tous les niveaux, puisque nous l'avons dit, et c'est notre conviction, et c'est une constance même de la Constitution et des règles. Parlement, aussi important soit-il, exécutif là aussi important soit-il, pouvoir judiciaire aussi important soit-il, ils ne sont pas capables de décider à eux-mêmes seuls, est-ce que des sénateurs qui, en fin de mandat, doivent arrêter, ou est-ce que ils doivent faire 4 ans, ou est-ce que ils doivent faire 6 ans. Atelier de réflexion et d'échange que nous organisons aujourd'hui pour un examen approfondi avec un enrichissement de notre avant-projet de loi organique appelé à régir l'institution et bien sûr qui nous rassemble ce matin. De cette chaire, on m'appelle le devoir citoyen et la fonction du service public. Je salue votre présence auréolée de la même motivation et apprécie votre prestigieuse compagnie, d'autant que votre expertise, votre discipline de travail et la qualité des extraits de vos savantes cogitations sont les véritables gages pour la réussite de cet atelier. Chers amis, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, depuis plus de 2 ans, s'engage. Elle s'engage dans un processus de réforme institutionnelle pour conformer ses missions et ses structures aux exigences même de la bonne gouvernance.
Parallèlement, elle implémente un plan stratégique, un plan opérationnel à moyen terme, bien sûr, qui conduiront à l'émergence d'une justice administrative financière conforme aux revendications du corps social. Un corps social meurtri par les dérives des mauvaises pratiques de la gestion des financements publics. Pour la mise en œuvre de ces axes de la réforme, la Cour négocie avec pas mal de ses partenaires, dont Expertise Vincent, qui formera avec la commission des réformes du Conseil et l'unité de coordination et de pilotage de cette réforme, le dispositif générateur d'idées innovantes et de prestations de progrès significatifs dans un champ ciblé par la vigilance de tout un chacun. Ce sont là les avancées, les grandes avancées de cette réforme en cours, notamment l'exécution de la priorité 2 du plan opérationnel 2019, portant sur la clarification du mandat du Conseil qui nous permettent de mettre en débat public cet avant-projet de loi organique avant son adoption en Conseil des ministres et son dépôt devant le Parlement. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'atelier dont vous êtes les dignes animateurs et participants ce matin s'inscrit dans la perspective des soumissions des produits de l'intelligence moderne et prédictive en matière de contrôle administratif et financier, à l'appréciation, aux critiques et commentaires de tous les cadres, penseurs, chercheurs, qui œuvrent à la transformation, à la cohérence et à la performance de l'administration publique nationale. Le ministère public a déjà été prévu dans le texte de 2005, mais son représentant était un délégué de l'exécutif, était nommé, était choisi, était désigné par l'exécutif. Ce texte propose que le ministère public soit coopté par un conseiller, assisté d'autres cadres de la Cour au titre de commissaire adjoint au droit. Si le ministère public, comme ce ministère public, serait donc chargé de dire le droit. L'introduction du double degré de juridiction, on en a parlé tout à l'heure, et on a surtout insisté sur l'appel à cassation. Pour nous, ce débat devrait être lancé et le texte devrait consacrer la cassation administrative pour donner plus de poids aux décisions de la Cour et permettre la création d'une vraie jurisprudence administrative ici en Haïti. Sur les procédures qui sont applicables, on ne peut pas dire qu'elles sont lourdes, qu'elles sont tracassières, on ne peut pas dire qu'elles sont méconnues, on peut dire qu'elles sont actuellement inexistantes. De ce fait, ce texte a fait un travail de réparation et a proposé pour l'ensemble des processus de travail de la Cour des procédures qui devraient être rendues publiques, que tous ceux qui sont en commerce avec la Cour auxquels tous ceux qui sont en commerce avec la Cour devraient pouvoir accéder pour pouvoir mieux diriger leur action. Une proposition de réorganisation du personnel est également faite, puisque si nous sortons de l'organisation essentiellement administrative actuelle, et si nous désirons aller à une organisation d'ordre juridictionnel, il faut donc repartir le personnel de la Cour, le diviser en personnel qui sera attribué aux différents tribunaux qui relèveront de diverses chambres
ou des divers tribunaux et un personnel qui assistera les travaux, les tâches administratives ou qui n'apprend les tâches administratives de la Cour. Le référé administratif a été introduit. Le référé administratif a été introduit. Aujourd'hui, nous sommes souvent sollicités par des fonctionnaires qui essayent d'utiliser un stratagème pour demander à la Cour de surseoir à l'exécution de certaines dispositions qui leur font grief. L'argent est nécessaire, certes, mais il ne pourrait pas seul nous aider à obtenir ce résultat. Consciente de tout cela, la Commission a jugé bon d'avoir cette rencontre pour dire un merci spécial, à sa manière, à la presse en général. Merci aux patrons des médias, merci à tous les journalistes qui ont répondu présents à toutes nos activités. À vous tous qui avez consacré votre temps pour répondre à notre invitation, je dis merci. Votre présence parmi nous, ici, en ces lieux, en cet instant, témoigne de l'importance que vous accordez à la passation des marchés publics en général, mais aussi et surtout de la considération que vous avez pour notre institution, la Commission nationale des marchés publics. Il y a 13 ans, le décret du 3 décembre 2004 fait de la CNMP l'organe normatif de l'administration qui assure la régularité des opérations et le contrôle de la qualité du système de passation des marchés. L'article 9 de la loi du 10 juin 2009 sur les marchés publics fait aujourd'hui de la CNMP l'organe normatif de l'administration publique nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. L'article 10 de cette même loi décline la mission de la CNMP en 17 attributions dont les principales sont les suivantes. Élaborer la réglementation en matière de marchés publics et de conventions de concession d'ouvrages de services publics en conformité avec la politique d'achat public, émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition de la politique d'achat public, préparer et mettre à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers types d'appel d'offres et des contrats types relatifs à l'acquisition de biens, de services, de travaux et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics, diffuser l'information sur les marchés publics, contribuer à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des concessions et des conventions de concession d'ouvrages de services publics. Veiller au respect des seuils fixés suivant la nature des marchés, veiller au respect des normes prescrites par la loi et les règlements en matière de marchés publics. Faire enregistrer le marché approuvé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif par l'autorité d'approbation. Collaborer avec les institutions publiques de contrôle des finances publiques et leur fournir toute information
utile. Et enfin, remplir toute autre attribution prévue par les lois et les règlements. Très imbue de sa lourde responsabilité, la CNMP, depuis sa création, a déployé d'intenses efforts pour la mise en place en Haïti d'un cadre législatif et réglementaire exhaustif qui doit aider les autorités contractantes et les fournisseurs à exploiter les possibilités qui s'offrent à eux et en tirer le maximum d'avantages. Elle a connu au fil du temps des hauts et des bas, mais sa détermination lui a permis de résister aux assauts. L'ouverture de cette cérémonie prouve encore une fois combien l'école de la magistrature veut travailler pour le renforcement de la capacité de tous les acteurs judiciaires, que vous soyez de l'institution judiciaire ou d'organisation des droits humains, et j'en passe. L'année dernière, vous vous rappelez très bien, l'éclatante réussite de cette formation à l'école de la magistrature, au centre baptisé Centre de documentation Roch Cadet. Un brillant magistrat passé à l'Orient éternel. Pour marquer sa présence ce matin, je vous demande 1 minute de recueillement en son honneur. Je vous remercie. La détention s'inscrit naturellement dans le cadre de l'action que poursuit l'Institut international des droits de l'homme à travers le monde. En tant que directeur général AI de l'école de la magistrature, co-organisatrice de cette activité, je vous souhaite déjà la plus cordiale bienvenue à l'école. L'Institut international des droits humains, l'ISC, l'IRIMA, veulent transformer le désespoir en espoir et l'espoir en certitude en vous inculquant les notions nécessaires pour la bonne marche en Haïti de la démocratie. Nous voici réunis pour la 6e fois, pour la 6e année consécutive à l'école de la magistrature pour ouvrir une nouvelle session de formation en droit international des droits de l'homme. Et cette année, une attention particulière sera accordée à la question de la détention. 6 ans qu'une fructueuse collaboration se développe entre des partenaires des deux côtés de l'Atlantique pour promouvoir par la formation les droits de l'homme en Haïti. D'abord, l'ambassade de France, initiatrice du processus, la délégation de l'Union européenne qui a rejoint le mouvement il y a quelques années, et bien sûr, la Fondation René Cassin,
ci-devant Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Une référence internationale dans le domaine des droits de la personne humaine. Du côté haïtien, l'école de la magistrature, cadre naturel pour la mise en œuvre d'un tel programme de formation. Et finalement, l'initiative de la société civile qui est heureuse et fière de pouvoir faciliter un événement aussi bénéfique pour notre communauté. À ces principaux protagonistes se joignent régulièrement plusieurs autres acteurs qui apportent leur appui. Bien entendu, l'État haïtien, à travers le ministère de la Justice, qui autorise l'utilisation du cadre combien approprié de l'EMA pour un tel exercice. Cette 6e session de formation de Port-au-Prince a pour objectif d'offrir un accès à un enseignement d'excellence dispensé par des intervenants experts dans leur domaine respectif. Pour reprendre les termes de M. Desroches, notre souhait est, dans l'inspiration de notre fondateur René Cassin, d'encourager à moyen et à long terme la promotion d'une véritable culture des droits de l'homme auprès des responsables institutionnels et de la société civile en Haïti. Afin que ce bel élan se concrétise, il s'agira avant tout d'offrir à chacun et chacune d'entre vous, chers participants, des outils concrets, des connaissances solides, vous permettant de faire face aux nombreux défis que vous ne manquerez pas de rencontrer au jour le jour dans votre travail quotidien. Tout particulièrement au sein du monde judiciaire, ce système indispensable au fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit. Outre le socle de cours fondamentaux qui vous seront dispensés, la session s'articulera autour d'un panel de cours thématiques relatifs au sujet des droits de l'homme et de la détention. En effet, si les instruments conventionnels internationaux, régionaux et nationaux de protection des droits de l'homme ne manquent pas de consacrer avec force et constance le droit de tous les hommes à bénéficier du respect de leur dignité, force est de constater que les détenus demeurent une catégorie de la population particulièrement vulnérable. Sur un plan régional, tant la Cour interaméricaine que la Cour européenne des droits de l'homme n'ont de cesse de rappeler, au terme de jurisprudence nourrie, que privation de liberté ne signifie pas privation de l'ensemble des droits fondamentaux attachés à la personne humaine. Et d'ailleurs, selon la formule consacrée de la Cour européenne, les prisonniers ne devraient ainsi pas être soumis à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Détention en Haïti, défi et enjeu. Donc c'est sous ça, formation ça a fait, il a fait pendant 12 jours, côté que une série d'experts et de professeurs à la fois haïtiens et étrangers qui pourraient parler sur situation détention prisonniers en Haïti. Par exemple, en cas de le monde qui vient pour participer à l'information ça en termes d'haïtiens, ou bien par exemple Madame Florence Eli, qui comme nous tous connaissons, c'est ancienne protectrice du citoyen, ou bien tout Madame Dilia Lemaire, qui c'est membre CSPJ, et nous gagnons des étrangers tout, tant que Madame Elsa Zimmer avec M. Salvioli qui sortit à l'étranger. Donc, il peut aller pendant 12 jours par une formation à des Haïtiens, des professionnels haïtiens qui ont même impliqué soit l'enseignement des droits humains en Haïti en tant que professeur, il y a droit tout la promotion des droits humains, il y a qui impliqué le respect des droits humains, il y a qui impliqué l'application des droits humains en Haïti, et il y a un série de l'autre qui concernés par la défense des droits humains en Haïti. La formation, c'est détention. Détention en Haïti, disons, détention préventive prolongée à lui-même qui constitue comme étant un fléau pour la démocratie, parce que Haïti lui-même qui dit que c'est un pays côté démocratie a régné et que nous avons un état de droit. Donc, détention en lui-même, détention préventive prolongée, c'est un fléau pour frères nous, sœurs nous qui vivent dans la maison
maison carcérale parce que ils vivent dans des conditions infrahumaines. Par exemple, récemment, il y a un paquet de la mort récente de en pile frères nous seuls qui vivent dans la prison. Et il y a des gens même qui disent que dis-moi qui prison gagne, m'a dit qui société gagne. Donc déjà en Haïti, problème de détention préventive prolongée, il faut que résoudre. Et nous-mêmes, et moi-même personnellement, en tant que spécialiste en droit international des droits de l'homme, donc moi je voulais porter pierre dans la bataille ça. Parce que le préjudice, je pense, c'est un facteur contribué pour le... Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une semaine d'atelier sur l'intégration de la dimension violence basée sur le genre dans la réponse humanitaire en Haïti. Et cet atelier va se dérouler sur 5 jours. Et chaque jour, il y aura un groupe humanitaire, notamment aujourd'hui c'est le groupe protection, demain il y aura un autre groupe, le groupe santé. Et les différents groupes vont voir, on va leur expliquer comment et quels outils ils peuvent utiliser pour une meilleure intégration des questions de VBG dans une réponse humanitaire en cas de survenance d'une crise en Haïti. Étant donné que vous travaillez dans ce domaine, combien de victimes de violences basées sur le genre que vous avez déjà enregistrées? Merci. Je pense qu'au niveau des victimes de violences basées sur le genre, on ne parle pas forcément de nombre. Parce que tout ce qui est en rapport avec les violences basées sur le genre ont un impact sur la violation des droits de la personne, notamment les droits des femmes et les droits des hommes qui sont victimes de ces violences-là. Donc même une seule personne qui est victime d'une violence est déjà un cas pour lequel un investissement important aussi bien des acteurs humanitaires, du gouvernement et de la société tout entière, des communautés, s'avère important. Donc l'idée ici, c'est de mettre en place des mécanismes de sorte que nous puissions en arriver à ce que, en cas de survenance d'une crise en Haïti, nous ne puissions pas avoir des cas de violence basés sur le genre. Donc le nombre n'est pas forcément l'élément primordial, mais la prévention, la mise en place des mesures de prévention et de réponse, de sorte que cela n'arrive pas, sont les éléments qui poussent les acteurs et qui justifient la tenue de cet atelier aujourd'hui. On est en 2017 et sur une échelle de 100, est-ce qu'on peut dire que ça évolue et les violences basées sur le genre ou bien ça diminue? Quel est vraiment le pourcentage? Il y a de l'espoir, il y a des éléments positifs. L'élément positif, c'est que le gouvernement haïtien a pris le problème vraiment de façon très sérieuse. Vous savez qu'il y a 1 ou 2 semaines de cela, moins d'1 mois, que le ministère de la Condition de la Femme et des Droits le ministère de la Condition de la Femme et des Droits humains a lancé le plan stratégique de lutte contre les violences basées sur le genre en Haïti. Le gouvernement s'est doté d'une politique nationale d'égalité hommes-femmes 2014 jusqu'en 2030. Tout cela montre, et la ratification des conventions au niveau international montre l'engagement du gouvernement à apporter une réponse décisive à ces questions en rapport avec les violences basées sur le genre, notamment au niveau de la réponse sur le terrain. Pour matérialiser tous ces engagements au niveau politique, la réponse sur le terrain reste encore à être construite et c'est la raison pour laquelle ces ateliers-là se tiennent. Les actions sont en train d'être définies, renforcer les compétences et les capacités des acteurs pour qu'ils puissent mettre en place des réponses qui puissent être orientées vers la cible. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Vous avez parlé de plan stratégique. Eh bien, quelle est l'action concrète que vous allez poser pour éradiquer vraiment cette situation au sein de notre société? Le plan stratégique a été élaboré par le gouvernement de Haïti et il a été diffusé. Et dans le plan stratégique, il est indiqué qu'on doit pouvoir atteindre à 0 cas de violence basés sur le genre dans le pays. C'est un idéal auquel tout le monde souscrit, notamment UNFPA, l'agence à laquelle j'appartiens, et les acteurs qui sont dans la salle. Nous souscrivons tous et nous accompagnons le gouvernement à la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Et la tenue de l'atelier-là s'inscrit dans l'opérationnalisation de ce plan stratégique national de lutte contre les violences basées sur le genre. Ce genre d'initiatives doivent être multipliées par les acteurs, de sorte à accompagner le gouvernement dans sa stratégie et dans sa vision de faire en sorte que Haïti soit un pays où nous allons assister à 0 cas de violence basée sur le genre dans une situation normale, mais encore 0 cas de violence basée sur le genre lorsqu'il y a une situation de crise, lorsqu'il y a une situation humanitaire et là où les populations sont beaucoup plus vulnérabilisées.
son plaisir pour nous retourner la caille, nous. M'a rappelé nous que nous faisons partie de l'équipe qui s'est déplacée à Haïti depuis le 31 novembre 2017 pour suivre, octobre 2017, merci, pour suivre une formation sous gestion de l'eau potable et de l'assainissement. C'était une formation qui rentrait dans le cadre politique et président qui était vraiment voulait, qui était insisté sur la gestion des eaux superficielles en Haïti. Et formation nous c'est vraiment satisfait. C'était une formation qui était très fructueuse et enrichissante. Nous apprenons en pile. Formation était constituée de théorie et des visites de terrain. Et lors de visites, ça, nous avons profité et visité des bassins de rétention que Cubain a utilisé justement pour approvisionner la population cubaine. Donc, et nous féliciter le président qui a pris l'initiative pour faire participer à une grande formation comme ça. Et nous avons dit que nous sommes prêts pour mettre la formation en application justement pour réussir le pays et justement pour bien population haïtienne. Et dans nos équipes là qui ont participé à la formation, nous saluons de manière très particulière la presse parlée, écrite et télévisée. Et en même temps, nous voyons beaucoup de chapeaux pour le gouvernement Moïse Lafontaine et aussi le directeur général d'INEPA qui était pensé à un mode de coopération ça pour que il y ait des cadres qui sortent en Haïti pour participer dans la formation ça à Cuba. Comme ingénieur général dit, c'est une formation qui est surtout centrée sur l'hydrogéologie ou bien sur gestion intégrale de l'eau. Les outils de gestion intégrale de l'eau, ils concernent que ce soit au-dessus surface, que ce soit au souterrain et assainissement aussi. Donc, genre de formation, ça va permettre que nous renforcer les capacités nous-mêmes comme cadre, ça va permettre de faire de meilleures interventions, permettre de nous plus performants dans le travail que nous avons fait souterrain, dans la politique qui n'est pas bien pour l'appliquer dans le cadre de politique et global gouvernement et Moïse Lafontaine. Donc, c'est un gros pas. Nous gagnons, on a dit, une sorte de recyclage qui fait en termes de notions que nous gagnons déjà, et ensuite des approfondissements qui fait sur de nouveaux thèmes, et aussi nous connaissons que on a dit la science qui marche de pair avec la nouvelle technologie, des nouveaux logiciels que nous apprenons, bon, même s'ils sont vus générales sur question de l'eau, donc ça permet qu'effectivement on est capable beaucoup plus performant dans le genre d'activité que nous avons gagné nous faire dans le pays dans la question eau potable et assainissement. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui a des ingénieurs civils, électromécaniques, agronomes, sanitaires et autres. Donc ça veut dire que ce soit dans la conduite, dans la tuyauterie, que ce soit dans la réparation pompe, que ce soit dans l'entretien, que ce soit au niveau des plomberies. Donc l'ensemble de vues générales qui nous est question ça. Maintenant, c'est à la DINEPA d'utiliser ensemble de connaissances qui nous acquérir dans la formation ça pour être capable et pour décentraliser une amélioration que ce soit au niveau quantité de l'eau qui est pas que ce soit la qualité de l'eau qui n'est pas à paille dans le pays pour que la population elle-même ait accès à un meilleur service. En octobre 2013, moi j'ai eu une chance d'aller non formation, participer dans un séminaire sur la gestion intégrale de l'eau, eh bien, moi j'étais avec l'autorité cubaine de l'Institut national des ressources hydrauliques, INRH, et je dit, moi-même en tant que directeur de l'Observatoire national de l'eau potable et de l'assainissement à l'époque, je dit, n'est pas capable d'intéressé pour nous signer un accord pour nous définir un partenariat dans le domaine de l'eau. Eh bien, les installés comme directeur général de la DINEPA le 5 avril 2017, eh bien, nous mettons le président Jovenel Moïse au courant de nécessité pour nous être capable de voir comment nous sommes capables de travailler avec Cuba dans le domaine de l'eau potable avec assainissement. Eh bien, AECID, coopération espagnole, a vraiment épousé l'initiative à tout
eh bien, c'est ça qui fait que fin juin 2017, nous avons signé un mémorandum avec Cuba, c'est-à-dire DINEPA et Institut national des ressources hydrauliques de Cuba, et qui était bénéficié de appui financier de la coopération espagnole, que nous saisissons l'occasion ça pour nous féliciter pour le bon rapport que nous avons avec eux. Eh bien, initiative ça, formation ça que 21 cadres de la DINEPA prend à Cuba pendant un mois, eh bien, l'y entrer dans la vision globale la présidence avec l'administration Moïse Lafontaine pour nous renforcer, pour nous contribuer à un renforcement institutionnel secteur d'eau potable avec assainissement. Lorsqu'on parle de renforcement institutionnel, d'abord, il y a une nécessité pour nous contribuer à la formation et renforcement des capacités de cadres de DINEPA. Et l'on parle de renforcement institutionnel, donc pour augmenter les taux de décès et taux d'accès de la population, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, à de l'eau potable avec service assainissement, eh bien, il faut qu'il y ait une bonne formation cadre. Eh bien, tout ça inscrit dans un ensemble d'accords que l'État haïtien, gouvernement sien, et un dernier accord, eh bien, c'est les objectifs de développement durable d'ici 2030 qui parlaient de nécessité pour Mounio, peuple haïtien, quel que soit côté lié pour un service d'accès à de l'eau potable et pour nous éliminer ça les défécation à l'air libre là, qui c'est un gros problème et qui est capable source de toute transmission maladie d'origine hydrique, en particulier le choléra. Au gon quiz Coden qui nan mon et est-ce qu'on peut dire Radio Télé Guinée et qui ça que nous faisons avec? Un quiz d'aide fumée, c'est pas un jambon, c'est un quiz d'aide fumée lié. Li fait comment nous préparer, li fait si on somme nous préparer. Nous mettons dans somme nous préparer avec nitrate et ensuite nitrite, l'eau, sel et puis tout si et ensuite aromate. Mais nous mettons chaque avec une proportion qui respectée parce qu'on est bagaille ça yo, là nous prenons nitrate, c'est des bagailles qui dangereux. Donc une proportion pour respecter nous mettons fin préparer sommien, après ça nous piquer cuisse Coden après ça nous mettons dans sommien pendant 24 heures. Après 24 heures nous après 24 heures nous mettons après 24 heures nous prend après ça nous fumer dans un fou. Dans fois là nous a fumer nous mettons dans un soquinette là c'est en toile nous mettons pour que fumer pas et faire une couche sous lit pour le pas sale lit et puis nous fumer ensemble avec nous mettons charbon dans four après ça nous mettons riz bois pour fumer. Qui dans l'ensemble qui vient ba nous et comme composition et qui ça? Ça que nous relais en cuisse d'aide fumée. Moi-même étudiant en faculté des sciences et de génie au campus Saint-Christophe de Limonade. Moi-même présenté ça là qui c'est un bloc d'alimentation communément appelé un chargeur qui gagne plusieurs sorties.
on sortit de tension variable. Il y a une tension de 3 vols, de 12 vols et 24 vols, suivant l'utilité. Et même l'autre sortie même qui varie graduellement de 0 à 24 vols. Tout dépend de l'utilité que nous avons besoin. Donc, journée porte ouverte, ça, il fait un objectif pour le public là capable de connaître qui ça l'Université d'État d'Haïti a fait. Et il y a plein de monde qui ne connaît l'UEH là, et peut-être parfois qui ouais institution dans une ligne qui n'est pas correcte, et pourtant il y a pile de travail qui a fait. Donc journée porte ouverte, ça c'est deuxième journée porte ouverte. Il y a une qui était faite le 21 janvier 2017 dans la faculté de droit et des sciences économiques, et jeudi c'est deuxième journée que nous avons fait dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Ça c'est pour permettre pour le monde de connaître ça. Il y a eu fait, par exemple, qui travail de recherche qu'a fait, qui service que l'institution rend à la communauté, qui ça nous gagne comme vraiment thématique qui est importante que nous avons traité, qui résultat que nous jouons déjà et comment perspective yoye à court, moyen et long terme. C'est ça que nous voulons montrer à travers la journée porte ouverte. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, tout va jouer à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.